animatrice de cette seconde table ronde autour de la métapsychologie de la crise environnementale. Et nous allons pouvoir écouter deux de nos collègues qui nous viennent de l'international. Nous sommes chanceux de pouvoir aujourd'hui les rencontrer dans leur diversité culturelle et dans leurs accents chantants. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Cosimo Skinaya, qui nous vient de Gênes, de Genoa, et Gabriel Intisha-Winkowski, qui nous vient de São Paulo, au Brésil. Et moi-même, je suis de moins loin, je vous viens de l'université Sorbonne Paris-Nord, donc je viens en voisine et amie de l'université Paris-Saclay. Et donc le temps que l'image apparaisse, je vais peut-être commencer, si vous en êtes d'accord, par quelques présentations de nos collègues. Voilà, quelques mots. Alors bien sûr, ce sera une présentation qui ne sera pas exhaustive, puisque ces messieurs font beaucoup de choses, et donc je vais me limiter un peu à ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, et à peut-être quelques éléments d'actualité les concernant pour vous les présenter. Donc Cosimo, qui nous arrive donc d'Italie, est psychanalyste. Il est membre à ce titre de la Société psychanalytique italienne, et il a également été chef de service en santé mentale, avec donc un terrain clinique aussi en Italie. Et il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont traduits en français, pas tous hélas, mais je viens d'apprendre tout à l'heure qu'un nouvel ouvrage sera traduit en français très bientôt. On aura le plaisir de le lire, et c'est une information inédite, donc je me fais le plaisir de vous la relayer. Parmi les ouvrages récents, j'ai noté une grande diversité des spécialités finalement, mais avec peut-être un point commun, un point de convergence entre les diverses thématiques que traite Cosimo. Donc un ouvrage en 2017 sur les figures de la pédophilie. Je vous dis seulement les ouvrages traduits en français, pour le plaisir de vous inviter à les lire. Donc un ouvrage sur les figures de la pédophilie, un ouvrage également qui va être traduit très bientôt sur psychanalyse et l'architecture, et puis un ouvrage qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui sur la crise écologique à la lumière de la psychanalyse, ouvrage pour lequel une récompense sera bientôt accordée à Cosimo par l'association psychanalytique internationale. Et donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir le dire, et c'est une manière de vous dire aussi que nous incluons des spécialistes éminents parmi nous aujourd'hui, on peut s'en réjouir. Et donc le point commun que j'avais repéré, que je te soumets, c'est que c'est un travail finalement très en prise avec psychanalyse et actualité, avec des enjeux d'actualité, avec le contemporain, avec ce qui émerge. Et je pense qu'on va en avoir un très bel exemple dans l'exposé que nous proposera Cosimo tout à l'heure. Je me tourne à présent vers Gabriel pour vous le présenter dès maintenant, puisqu'on a fait le choix que les deux interventions se succèdent, et donc la discussion aura lieu après que nous ayons entendu nos deux collègues aujourd'hui. Donc Gabriel Intisha-Winkowski, que je connais mieux, puisqu'il a fait sa thèse à l'université Sorbonne Paris-Nord, et il est encore associé au laboratoire de l'INPP, mais il représente l'USP, l'université de São Paulo aujourd'hui, où il est professeur. Il est également psychologue, psychanalyste, et il est membre d'un laboratoire qui s'intitule Psychanalyse, Société et Politique. Et ça me semble là aussi très important de le préciser pour te présenter et pour le fait de dire que tu représentes aussi ce laboratoire avec nous aujourd'hui, parce que ça me permet de vous associer dans des questions d'actualité ancrées avec des enjeux politiques et sociétaux qui sont, je crois, très importants pour tous les deux. Et tu es aussi un spécialiste de la clinique transculturelle et interculturelle, je ne sais pas comment tu préfères le dire, et encore de la santé mentale communautaire. Et ça me semble aussi important à dire parce que c'est une spécialité qu'on connaît moins en France et peut-être en Europe. L'Italie peut-être s'illustre mieux que nous en France sur les enjeux de santé mentale communautaire. Et voilà, je souhaitais te présenter aussi avec cet accent-là. Parfait. Ça vous va, messieurs? Voilà.
Donc nous allons d'abord entendre Gabriel pour une présentation intitulée, alors du coup je la lis avec vous, La psychanalyse devant les désastres crimes, dispositifs et métapsychologie. Merci beaucoup Aurélie, bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être là, et merci beaucoup à David, à Alexandre, aussi à Philippe et les laboratoires PCPP d'avoir organisé cette journée. J'essaie de parler ici car ce sont des sujets qui demandent de l'activité, c'est pourquoi je suis debout, mais j'avoue que c'est un peu compliqué à cause de ma taille. Mais ça, non, je peux faire ça. Non, c'est ça, j'ai l'élément libre, c'est mon côté intérieur. Mais je crois qu'on a entendu ces matins dans les communications depuis Tisserand, avec David, aussi, Alexandre, que l'ennemi est un sujet qui nous intéresse. N'est-ce pas, à propos de ce sujet-là? L'ennemi en psychanalyse, Tisserand l'avait précisé un peu, ça concerne d'abord la différence sexuelle, ou plutôt les différences, ou la différence, et du fait qu'il y a des différences qui sont très évidentes, mais qu'on ne peut pas accorder soit en valeur, soit en signification, soit le fait qu'elles sont différentes. Et concernant la question climatique et ce que j'appelle les désastres crimes cet après-midi, les catastrophes et aussi ce qui se passe avec les populations les plus vulnérables, une évidence, c'est qu'elles ne sont pas là vraiment. N'est-ce pas? Mais on pourrait dire que probablement on a peu de personnes ici qui se considèrent issues des populations plus vulnérables. Donc ça, c'est un déni très important avec lequel on va travailler à l'université, partout, aussi dans les centres de formation en psychanalyse et psychologie clinique. Et c'est important de dire ça, car comme disait Alexandre ce matin, penser à tout ce qui ne se dit pas, c'est une question clinique. Et donc ça, se dit pas. Donc c'est important de les nommer. C'est déni. Tu fais clivage. Et comme Aurélie disait tout à l'heure, je parle à partir des interventions dans le laboratoire des psychanalyses société politique, et à part ces noms-là qui pourraient sembler un peu trop philosophiques, il ne l'est pas dans ces articulations quotidiennes, car la plupart des recherches sont assez axées sur des interventions cliniques auprès des populations défavorisées. Je pourrais citer plusieurs types, des immigrants, des jeunes qui ont commis des transgressions, des femmes qui ont expérimenté de la violence. Aussi, j'ai travaillé énormément sur des questions qui concernent les religieux et les différences religieuses, et sur des populations qui sont porteuses des fois d'une certaine différence et qui est déniée dans les politiques publiques, dans l'éducation, dans la justice, et aussi dans la psychanalyse. Pourquoi pas, n'est-ce pas, des sujets universels, tout ça, on sait que c'est un homme blanc hétérosexuel, n'est-ce pas? Mais bon, les psychanalystes interviennent beaucoup plus souvent dans des situations qui vont au-delà du cadre clinique classique. Si certaines autorités du champ analytique et de ces institutions restent réticentes sur l'ouverture technique provoquée par les nouveaux dispositifs, il nous faut soutenir que l'éthique psychanalytique a pour grand défi d'être à la hauteur de la subjectivité de son temps. Or, les transformations environnementales et écologiques provoquent des ruptures immenses dans le champ expérimental des sujets, groupes, communautés, ce qui nous mène à une situation plus ou moins constante d'angoisse, crainte et même de désarroi. Cela est vrai notamment pour les nouvelles générations qui ont des difficultés à se projeter dans un avenir où les climats s'effondrent et dans lequel le discours politique ne semble pas offrir une visée responsable. Pourtant, la situation est encore plus dégradée dans des régions et pour des populations qui survivent déjà dans la limite des conditions acceptables de vie. C'est le cas des populations qui habitent dans des régions et dans des situations limites et qui souffrent chaque fois plus les conséquences de la crise environnementale et de la crise économique dans ces moyens arbitraires d'imposition des politiques économiques et donc d'une subjectivité néolibérale.
Il est temps alors de penser aux effets des désastres, des crises humanitaires, écologiques, des grands accidents, avec des concepts qui puissent responsabiliser les autorités, les discours politiques, qui semblent jouir d'un système qui s'appuie sur la nécropolitique, un concept que j'ai envoyé à Schillenberg. La nécropolitique, c'est la politique de la gestion de la mort. Nous allons travailler ainsi les concepts de désastre et crime afin de dégager les conséquences techniques et métapsychologiques d'une telle approche pour une réflexion psychanalytique sur les situations des crises. Certes, cela provoque des transformations dans la métapsychologie, voire dans ce qu'on comprend comme des concepts clés en psychanalyse. Au-delà de ça, devons-nous penser des dispositifs spécifiques pour cette prise en charge clinique, psychosociale et surtout politique. Et là, je parle du travail de Giulia Mendes-Gambassi, qui a soutenu une thèse en linguistique appliquée l'an dernier. Elle a travaillé avec moi comme linguistique spécialiste et interprète dans un projet de clinique psychanalytique transculturelle. Elle a proposé ces concepts de désastres, crimes, afin d'éclairer que certains désastres écologiques, des accidents industriels qui se passent souvent avec certaines populations dans certaines régions doivent être nommés tels qu'ils sont. Des désastres, crimes, et pas des accidents naturels, par exemple. Donc, Giulia, dans sa thèse, elle fait des recherches sur deux populations différentes, les populations des Brumadinho et Mariana. Peut-être que vous avez entendu parler de ces deux situations. Dans l'état de Minas Gerais, un état du sud-est brésilien assez connu pour de la minération, deux barrages se sont effondrés et ont détruit des villages entiers avec une différence de 2 ans, 2016 et 2018, en tuant immédiatement plus de 200 personnes et en provoquant des dégâts pour des communautés de milliers de personnes, et en plus des communautés où il y avait des terres réserves d'indigènes, des populations indigènes, et aussi des populations quilombola, c'est-à-dire des populations qui occupent certaines terres depuis l'abolition de l'esclavage, soit employant, et qui s'organisent d'une façon plus ou moins communautaire afin de produire, de vivre, de continuer quelque chose, puis c'est une sorte de mémoire de l'esclavage brésilien. Donc Giulia, elle a fait sa thèse en investiguant si ces gens-là qui ont dû faire des migrations forcées, comment ils étaient nommés dans leur expérience. Parce que bon, c'était des désastres naturels ou pas, c'est que c'est passé. Mais à vrai dire, c'était des désastres provoqués par la migration agressive dans des territoires des fois protégés et en plus des territoires, des terres qui ne seront plus jamais récupérées, au moins dans notre temps de vie et avec la technologie existante. Et je pourrais aussi continuer, on peut parler de ce travail, et il y en a d'autres dispositifs. On fait des recherches sur ces populations qui ont vécu des désastres ponctuels, qui finalement finissent par être des désastres continuels dans leur vie, mais aussi des populations, là je cite les cas du Brésil, où tous les ans, il y a certaines régions de ces pays où il y a des pluies, des inondations, des désastres dits naturels. C'est bien là, il y a un jeune homme qui a posé une question sur la nature. Cette définition désastre naturel, elle met la nature ailleurs, effectivement. Et mettre la nature ailleurs, c'est ne pas responsabiliser ceux qui sont responsables. C'est très intéressant. Si j'avais été un peu plus sage, j'aurais préparé des diapos avec des cartes géographiques et géodémographiques des régions où il y a des inondations et des désastres naturels répétés tous les ans. Et ce sont toujours dans des endroits assez défavorisés des politiques publiques avec des explorations industrielles. Et c'est très intéressant
c'est net la différence. On voit à côté, par exemple, des carrés, vous voyez dans les plans, les régions où il y a des populations d'élite, des riches, où il y a des pauvres, et les désastres concernent toujours les populations pauvres. Là, il n'y a pas une bonne éducation, pas une bonne préparation urbaine. Et bon, je vais vous écouter parler, mais ce mec n'a pas donné de psychanalyse ou quoi? Vous imaginez faire des interventions avec ces populations? On fait quoi? Nous avons ici le point. Il faut absolument prendre en considération le fait que la nomination de ce qu'ils deviennent, de ce qui s'est passé avec eux, c'est une affaire politique. Et c'est une affaire de responsabilité. Comme Alexandre parlait ce matin à propos des réfugiés climatiques, c'est une catégorie qui est très compliquée au niveau juridique parce que si ça s'est accepté quelque part, elle peut-être pourra créer une nouvelle règle de la jurisprudence et être acceptée partout dans les pays qui sont signataires de l'ONU. Du coup, comment penser à cette prise en charge de ces populations? Comment pouvoir se penser dans ces situations dans lesquelles on est toujours possiblement visé dans des politiques d'État, dans des politiques de non-gouvernance? Car quand je vous parlais de nécropolitique, c'était pour dire qu'il y a certains dénis de la politique, certaines évitations qui vont renforcer certaines inégalités. Et souvent, ou toujours, ça apparaît dans la clinique. Ça apparaît dans la clinique, notamment avec les populations moins favorisées. C'est vrai que nous pouvons aussi faire référence aux tragédies cycliques, comme je disais, des pluies, des inondations qui se passent toujours avec ces mêmes populations. On pourrait parler des catastrophes, du fait que ça renvoie un certain réel, dans le sens lacanien, qui revient toujours. Car on a besoin de théories, on a besoin de concepts, on a besoin aussi d'imaginaire pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, il se passe un désastre, on va regarder le journal, on va se parler, on va transformer ce qui est de l'ordre du désarroi, de la détresse, en quelque chose qu'on peut parler, qu'on peut discuter, qu'on peut comprendre, qu'on peut donner du sens. Dans certaines de ces régions-là, comme c'est la plupart de ce qui se passe dans certains villages du Brésil, il y a des églises évangéliques. C'est une belle subjectivité qui commence à être présente partout, y compris en France, qui touche notamment des populations défavorisées et qui offre une discursivité assez remplie de sens. Mais en disant ça, en continuant un peu sur ce qu'a proposé Giulia Mendes-Navassi avec ses concepts de désastre, crime, elle a provoqué un peu cette différence qu'on voit dans la théorie lacanienne entre nommer et nomination. Vous voyez, nommer, c'est plus ou moins appeler quelqu'un ou quelque chose d'un nom. Par exemple, il y a un événement, on peut dire, bon, ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, un désastre naturel, un accident, quoi que ce soit. Par exemple, dans ces régions d'immigration, effectivement, ces entreprises-là, d'immigration extensive, elles ont pu construire de politiques auprès de ces populations, des réparations financières, des dégâts, des délocalisations des populations, des interventions avec des équipes multidisciplinaires, il y a des psychologues, des psychanalystes, offrir du soutien financier à long terme. Et c'est là, en fait, très bien ces entreprises-là qui ont continué à avoir un profit exponentiel dans la bourse. Ça leur a permis de faire de la pub un peu partout, de la responsabilité écologique et humanitaire. Mais on sait bien que ça ne concerne pas la vie des gens. Et c'est pourquoi qu'il y a dans cette différence entre les nommés et la nomination, il y a les nommés qui est, bon, ces noms
qui est un peu là, qu'on peut étudier, qui ne fait pas en effet, qui est différente de la nomination, qui concerne plutôt la façon avec les sujets inscrits dans les sociales, dans l'ordre symbolique et imaginaire, dans cette maille de ce qui peut gérer, faire la gestion du sens et du non-sens, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre du traumatique et du réel. Et cette question de la nomination, elle renvoie au fait qu'il y a certaines populations à qui on interdit d'avoir une nomination qui puisse produire des effets soit d'autonomie, soit de citoyenneté, soit des capacités de produire des discours sur eux-mêmes. Finalement, c'est ça qu'on veut en clinique, n'est-ce pas? Faire de sorte que les gens puissent parler de ce qui se passe à eux, nommer, avoir des effets avec ça, provoquer des transformations symboliques. C'est pour cette raison que les signifiants avec lesquels les sujets sont nommés déterminent les conditions de nomination dans une société et culture quelconque, en ce qui concerne les limitations et les fluctuations identitaires, ainsi que les productions et les reproductions du sens. Je vais finir parce que je veux vraiment laisser la place à Cosimo. Et je voulais aussi citer un bouquin qui vous retrouver en français, qui s'appelle Penser avec Fukushima. Il y a une intro écrite par Michel Filier, dans laquelle il décrit la façon dont le désastre de Fukushima est devenu dès les lendemains, dans plusieurs pages de Wikipédia, une sorte de scénario de guerre pour la nomination de ce qui s'était passé. C'était désastre nucléaire, accident à Fukushima, catastrophe humanitaire. C'était quoi? Ça devient une sorte de guerre étymologique. C'est bien, nous, les psychanalystes, on aime bien les mots, le choix des mots. Et donc, c'est très intéressant dans ces petits essais, cet auteur, Fayet, va nous effacer comment les Wikipédia en Allemagne, il a bientôt choisi crise humanitaire provoquée par l'homme. Et vous vous souvenez qu'il s'était peu après ces désastres-là et les discussions sur le nucléaire en Europe, que l'Allemagne a décidé d'interdire les usines nucléaires et bientôt changer de cap pour les énergies renouvelables. Et c'est ainsi qui s'est passé au Japon, où il y a eu même la création d'un ministère pour les conséquences de ces désastres. Et la Suprême Cour a décidé que le désastre de Fukushima a conclu. C'était un désastre créé par l'homme et non un simple accident provoqué seulement par un séisme et des tsunamis. C'est pour cette raison, quand je vous parle de soit dispositifs cliniques auprès des populations vulnérables et transformation en métapsychologie, que je renvoie à cette nécessité de penser aux nominations, aux responsabilités de l'État, et notamment à ce qui concerne le déni de l'histoire ou des histoires qui, au final, vont être ce qui va placer les gens là où ils sont placés dans leur vie. Et c'est le cas d'une façon assez restreinte pour les populations qui sont en désarroi, qui sont en vulnérabilité. Bon, merci beaucoup. Porésie et le rapport de ce matin et le rapport de Gabriel, nous pouvons les considérer comme un prologue splendide de mon rapport. J'ai parlé de la relation entre les images des catastrophes et l'imaginaire individuel et l'imaginaire global.
1976, Anzier décrivit comment les membres de la communauté esquimale du Grand Nord profitaient de la longue période hivernale, sans soleil ni perspective d'expédition de chasse, pour rêver ensemble de la vie communautaire telle qu'elle pourrait reprendre en été, au mariage susceptible d'être arrangé, ou encore à celui qui pourrait devenir le nouveau chef de la communauté villageoise. Les habitants d'Aniglo se racontaient leurs rêves le matin, après une nuit glaciale, et s'enfilant comme des perles d'un collier, comme une histoire collective de leur groupe social. Leur journée commençait bien lorsqu'en attendant le petit déjeuner commun, et comme le bouille ou la préparation des herbes séchées et des tranches de bacon congelé, quelqu'un racontait qu'il avait rêvé de ce qu'il avait fait la veille, des conversations qu'il avait entendues ou des tâches qu'il avait effectuées. En tel rêve, recevait toute l'attention s'il racontait au rêveur et à sa compagnie les expériences de la journée précédente. Cela prouvait que ces activités n'étaient pas inutiles, car une fois terminées, ces gens en rêvaient encore. C'était une façon de se sentir solidaire et de prendre du recul pendant la longue hibernation. La réalité extérieure, d'un point de vue psychanalytique, les jamais donnés, c'est quelque chose qui prend continuellement forme et son à travers de sa redécouverte constante et son réarrangement dans l'espace interne. Ainsi, la chaîne des rêves évoquée dans le test d'Anzier pouvait avoir pour intérêt le maintien du lien avec la réalité de la vie quotidienne au milieu d'une nature endormie. Selon Anzier, les rêves se référant à des phénomènes naturels tels que le retour du printemps, le dégel, les rivières gelées, les forêts denses, l'observation des phoques et des baleines, le soleil de nuit ou bien la lumière boréale, susciterait peu d'intérêt car ils concernaient un arrière-plan du diable. Les Esquimaux savaient, selon Anzier, qu'il appartenait au cycle des saisons et comptait sur la permanence du cycle de la nature. C'était en 1976. Aujourd'hui, nous pensons différemment. Dans le climat au sein duquel nous placions autrefois des idées et des espoirs d'harmonie, d'équilibre, de stabilité et même de saisonnalité, nous trouvons aujourd'hui l'incertitude et l'instabilité. L'arrière-plan contextuel qui, par sa stabilité, devrait nous conforter dans notre cohérence existentielle, n'est plus immuable. Il est devenu kaléidoscopique et changeant, parfois reconnaissable et effrayant. Le temps atmosphérique, qui était autrefois une base de stabilité sociale et productive, affective dans la manière d'habiter des lieux, est devenu synonyme d'incertitude et de désorientation, à une attendue et une vitesse sans précédent qui en font en hors lieu plutôt qu'une base d'identification. La crise climatique touche principalement les régions arctiques. Les glaciers fondent comme neige au soleil, le permafrost disparaît à la vitesse de l'éclair, non seulement révélant les fossiles vieux de plusieurs millions d'années, des matières organiques d'animaux et des plantes disparues depuis longtemps, mais libérant aussi des grandes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On peut donc affirmer que l'impermanence est la principale caractéristique du cycle de la nature aujourd'hui. Cette dernière, qui avait été négligée, étant considérée comme une chose à notre disposition, ressurgit avec les caractéristiques de toute sa puissance envahissante. L'environnement, perturbé et perturbant, se présente comme une autre que nous dans une sorte d'émergence continue. Comme souligne Panaken, un anthropologue italien,
Ce qui était silencieux se révèle actif, plein d'action et de réaction, vibrant, proche plutôt que distant, étranger plutôt que familier, puissant plutôt que sous-maîtrisé, et surtout interrelié et interdépendant, presque intime, plutôt qu'en dehors de la société et de la culture. L'environnement change autour de nous, il nous trahit, nous entraînant dans le tourbillon de la désorientation. Il nous déracine au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'il nous laisse physiquement sans unitaire ou plonger nos racines. Il s'ensuit que les catastrophes écologiques réorientent aussi nécessairement la réflexion psychanalytique sur la psyché et sa dynamique. Parfois, comme psychanalystes, nous avons été tentés de nous référer à un monde intérieur mythique et mythifié, dont nous étions les spécialistes et les exégètes, appartenant à un être humain déconnecté des paysages auxquels il a donné forme, des vicissitudes et des contingences de l'histoire réelle, de la fluctuation de ses frontières. Après une phase d'idéalisation de la séparation du monde intérieur, certainement réactive à la culture positiviste qui n'accorde aucun espace aux déterminations émotionnelles affectives dans l'observation des faits, nous nous sommes cependant rendus compte du fait que la connaissance et le soin de l'intérieur exige à la fois un nombre de compétences exclusives et scotomisantes, et une attention et un soin curieux de l'extérieur, sans coupure, sans césure, le territoire extérieur et intérieur de Freud. Mais les territoires antérieurs envahissent et transforment également la composition, la partition et les limites des territoires extérieurs dans un travail d'osmose continue sans fin. Freud ainsi définit l'inquiétante étrangeté. Ce type d'effroi qui suscite ce qui est bien connu, ce qui vous est familier depuis longtemps, c'est unheimlich, mais effectivement rien de nouveau ni d'étranger, mais quelque chose qui est pour la vie d'âme de tout temps familier et qui ne lui a été rendu étranger que par le procès du refoulement. L'unheimlich est donc ce mouvement de l'esprit que nous ressentons lorsque nous réalisons qu'il n'y a aucune possibilité de ramener notre expérience à des termes univoques et à des transmissions nettes et irréversibles, lorsque nous découvrons que la chose même qui semblait pouvoir nous rassurer nous perturbe. Par exemple, le plastique, surproduit, jeté et oublié, élément banal de notre culture matérielle depuis des décennies, réapparaît après un rejet et un refoulement pénible et inquiétant. Les déchets que nous avions dissimulés et éliminés ressurgissent avec de nouvelles relations environnementales. Et les interdépendances qui en résultent se constituent en menaces perturbatrices. Pour Amitav Ghosh, le changement climatique est implicitement perturbateur. Les conditions atmosphériques et les modes de vie à forte utilisation de carbone qui les modifient sont extrêmement familières et se présentent en même temps comme de nouvelles menaces et incertitudes. Les événements étrangement inquiétants ne tiennent plus seulement à l'expérience humaine de l'antériorité, mais à celle d'une porosité entre le monde humain et le non humain, à la présence, comme dit Ghosh, et à la proximité d'interlocuteurs non humains. Le monde extérieur, comme la nature et les paysages, a toujours reflété une couleur aux états psychiques et aux fantasmes. Face à la nature, une belle forêt tropicale ou un désert aride, le psychisme peut produire des images mentales à mesure de communiquer l'incommunicable. Je me souviens du tableau Le Prix qui
l'artiste expressionniste Munch, l'un des symboles de l'inquiétude et du désespoir de l'homme contemporain, puis la figure représentée écarquille les yeux, se couvre les oreilles et ouvre la bouche, désemparée pour se mettre à l'abri du cri puissant et déchirant de la nature. Dans mon expérience clinique, lorsque le 14 août 2018, le pont Morandi s'est effondré à Gênes, tuant 43 personnes. La plupart des patients ont mis une part importante de leur expérience confuse, de désespoir perdu et de leurs projets ratés dans leur rêve concernant l'affondrement de ce pont. Le pont a été reconstruit, maintenant s'appelle Ponte San Giorgio, et le projet a été par Renzo Piano, que vous connaissez très bien, il a fait beaucoup de choses aussi à Paris. Dans ce cas, notamment à la suite d'événements catastrophiques, la réalité extérieure devient le cadre élevé au plan du chronique avec une forte charge représentative d'expériences internes confuses, impensables, irreprésentables. À son tour, la possibilité de représentation de vicissitudes traumatiques internes à travers les rêves catastrophiques racontés dans nos séances psychanalytiques permet une première élaboration grâce à la stabilité du cadre, à la capacité contenante de l'analyste et à la rencontre créative de deux esprits, celui de l'analyste et celui du patient. Nous savons qu'il n'est possible d'acquérir une prise saine sur la réalité, tant interne qu'externe, que dans le contexte d'un esprit objet suffisamment mature. Un premier processus de reconnaissance de l'intensité de la réalité interne devient possible. La création d'un objet stable évite d'une part le risque d'une angoisse envahissante qui peut se traduire par une solastalgie. Et vous avez écouté le rapport de David, où la solastalgie est un deuil écologique par l'expérience de la perte d'un paysage, d'un lieu, d'une forme d'identité, jusqu'à une véritable dépression. Et d'autre part, le risque de la constitution de modes de déni défensif cynique et une passivité impuissante, une apathie distraite. L'opacité de l'indifférence liée à l'accoutumance aux images multipliées, répétées, sérielles, amène les catastrophes à submerger nos vies. Il s'agit de transactions unilatérales, de non-relations dans lesquelles nous absorbons sans rien donner en retour. Les images qui voudraient attribuer un caractère plus incisif à des informations souvent déjà surchargées et excessives, même si elles se réfèrent à des choses familières comme l'écoulement de l'eau ou la chaleur et la lumière du feu, apparaissent alors comme une altérité menaçante qui suscite des réactions sociales défensives, des dénis qui favorisent la dissonance cognitive et les dynamiques de mise en distance. Dans de telles situations, on peut parler d'une sorte d'autohypnose semblable à la transe autohypnotique traumatique décrite par Ferenczi lorsque, par le mécanisme de la multiplication à l'agresseur, l'abus sexuel est nié et que cet agresseur disparaît de la réalité extérieure, plaçant la victime dans un lieu sûr, délirant et passif, dans lequel il n'y a plus besoin de rien. La confiance épistémique est la capacité de l'individu à considérer la connaissance transmise par une autre personne comme digne de crédit, généralisable et pertinente en soi, donc à considérer l'autre comme une source de connaissance digne de confiance. Cette capacité d'adaptation, fondamentale pour le développement phylogénétique de notre espèce,
prend forme dans le contexte des relations précoces et permettre à jeunes lui-même d'apprendre les uns des autres les connaissances dont ils ont besoin pour s'orienter dans le monde complexe qui les entoure. Dans le cadre des relations problématiques et dangereuses, les enfants peuvent être amenés à développer des habitudes défensives et d'autoprotection dans le domaine de la confiance interpersonnelle, avec deux résultats négatifs. Soit ils peuvent développer à partir d'un état d'hypervigilance épistémique une méfiance omniprésente qui conduit à rejeter les informations provenant de l'autre, soit au contraire, il adopte une position de crédulité dans laquelle il accepte sans discernement tout ce que l'autre propose pour ne pas avoir à affronter le conflit. La méfiance épistémique peut être vue comme une position de simplification autoprise face à une complexité vécue comme incertaine et dangereuse, et pouvant conduire à rejeter les avancées de la recherche scientifique. Les images catastrophiques, par un mécanisme d'accoutumance, peuvent ensuite devenir des éléments quotidiens, qui n'est plus fait scandale, nous rendant ainsi incapables de réagir avec une immédiateté émotionnelle et une pertinence éthique. En revanche, il peut favoriser une expérience dans laquelle l'absence de frontières ou de différenciation entre le véritable réel et la fiction est entrejetée avec une différence croissante, une désertification des sentiments. Avec le temps, nous pourrions assister à une nouvelle transformation, savoir l'absence de compassion et le détournement du sens de responsabilité, voire le fondement de la pensée dans laquelle les distinctions d'extinction entre réalité interne et réalité externe disparaissent, remplacées par des déclarations délirantes de déni, de néoconstruction irrationnelle de la réalité. Comme l'explique une amie collègue Lorena Preta, certaines expériences sont réellement caractérisées comme nouvelles et ne pas le percevoir comme telles dénonce l'attitude défensive qui s'installe face au bouleversement et à l'angoisse provoquée par la nouveauté, et qui conduit à la nier, à la vivre avec détachement, comme si elle était habituelle. Dans ce cas, c'est le contraire qui se produirait. L'étranger sera réduit au familier, à la gestion de la routine. Mais, en s'éloignant, l'effet d'impact exclurait aussi la possibilité de traiter les conséquences que le changement entraîne de toute façon. De même, face à l'expérience de la nouveauté, les états d'esprit persécuteurs peuvent être activés, ou même des expériences mégalomaniaques et omnipotentes qui ont également pour effet de repousser la possibilité d'un traitement de l'expérience. Il faudrait aujourd'hui peut-être dépasser une angle freudienne déterminée par une ambiguïté entre une indécidabilité entre l'étranger et le familier, l'humain et le non-humain, le soi et l'autre, en se référant à ces parties d'irréductibilité qui nous appartiennent et que nous pouvons, en aucun cas, transformer, ne pouvons en aucun cas transformer, mais seulement accueillir comme nos propres éléments constitutifs, même s'ils sont étrangers. Cependant, je tiens à souligner une autre possibilité de plus en plus fréquente. Les diverses images puissantes du désastre, des catastrophes causées par le dérèglement climatique, diffusées et rediffusées des millions de fois en flux continu à la télévision ou sur Internet, peut devenir une sorte d'infection psychique
les cadres élevés au rang d'icône d'une réalité décontextualisée et spectacularisée, mais aussi cristallisée et figée, un scénario onirique hautement invasif qui capte et hypnotise, où les gens peuvent évacuer sans aucune médiation élaboratrice leur expérience traumatique individuelle, leurs sentiments confus de perte et de ruine irréparable. Le monde objectal peut être remplacé par des objets partiels internes, tout à la fois séduisantes et menaçantes, qui génèrent confusion et persécution. C'est la réalité virtuelle qui construit de manière simplifiée un cadre de représentation qui donne forme à la confusion dont le spectateur s'en croit parfois de manière irrésistible et effrayante. Il s'agit d'un scénario effroyablement excitant par lequel on peut se sentir simultanément attiré, repoussé, et en tout cas subjugué dans une passivité non dénuée d'une sombre fascination. Je rappelle à cet égard la pratique de ce que l'on nomme le binge-scrolling, c'est-à-dire la tendance à faire défiler compulsivement les pages d'un site internet, d'un tableau d'affichage, d'un réseau social, à la recherche d'informations sur les désastres, les catastrophes, tous en changeant d'émotions qui ne sont pas les nôtres, et déclenchant ici une sorte de mal-être autoprovoqué dont on risque à la longue de ne plus pouvoir se passer. On peut alors parler d'une hypersensorialisation de la donnée perceptive qui paralyse et parasite le fonctionnement psychique, en conséquence de quoi la capacité de l'esprit humain rêvé à jouer avec le pensée est obscurée. Les nouvelles technologies ont permis de créer, d'habiter des univers d'expériences entières détachés des dimensions matérielles et concrètes, de délimiter les espaces entre l'esprit et la réalité, d'amplifier et d'attendre les facultés psychiques et sensorielles hors de toute proportion. Ces nouvelles technologies qui fonctionnent parfois comme de véritables prothèses psychiques peuvent permettre une expansion presque illimitée des dimensions d'une expérience à la fois virtuelle et réelle, ouvrant ainsi de nouveaux champs d'expérience et de fonctionnement mental. La technologie virtuelle, imbrouillant la différence entre ce qui est objectif, ce qui est subjectif et ce qui est illusoire, transforme inévitablement notre mode de pensée. La réalité virtuelle, où l'image joue le rôle principal, perturbe les notions d'espace et de temps, les conditions sur lesquelles notre subjectivité est construite. Par conséquent, nos idées sur la réalité doivent être constamment révisées et réarrangées, sinon nous courons le risque qu'elles nous emprisonnent. En l'absence d'un objet interne stable, une image externe, le paysage élevé, en icône ou génériquement représentatif, peut, en amplifiant le visible, agir comme outil de visualisation des aspects les plus sombres et les moins intégrés de la personnalité de l'individu. Il se propose, comme zone imaginative complexe, théâtre quasi onirique, d'une subjectivité instable et dispersée, risquant d'assumer une fonction organisatrice par rapport aux pulsions d'un besoin d'identification excité et indifférencié, qui sinon serait probablement resté dans l'ombre. Nous savons que dans les tableaux borderline, chez des personnalités chaotiques désorganisées, dispersées dans des îlots d'agrégation psychique, la grande masse des images proposées par les médias, en particulier celles des désastres, des catastrophes
diffusée avec une intention captatrice déclarée par Internet ou la télévision, peut agir comme un catalyseur organisateur pseudo-intégrateur d'un scénario érotisé interne. Ogden met en avant concernant la constitution militaire de soi, dès le début de la vie psychologique, la coexistence dialectiquement articulée des modes de fonctionnement psychologique qui appartiennent normalement à des types psychologiques et à des modes de génération d'expériences évolutivement différentes. Il identifie également dans la position autostique contiguë une zone d'expérience de contact primitif dans laquelle les données perceptives élémentaires sont ordonnées de manière à former des connexions présymboliques entre les impressions sensorielles qui viennent constituer les surfaces limites de nature sensorielle. Cette organisation psychologique primitive, caractérisée par des modes de défense principalement centrés sur la surface épidermique, fournit un réclame de confinement sensoriel à toutes les étapes ultérieures de la subjectivité. Je vous rappelle les études d'Estervik sur la fonction contenante de la peau et celle d'Ancier sur la formation du moi-peau, qui sont liées aux études qui a fait Thomas. C'est à cette zone qu'il faut se référer pour décrire les modalités relationnelles hypertrophiques et rigides dans lesquelles la sensorialité prend le dessus, devenant la forme prévalente, voire unique, de contact avec la réalité en raison de l'implication des raisons constitutionnelles et ou environnementales, lorsque la détresse est extrême du fait de l'expérience d'une désintégration imminente de sa surface sensorielle. Cela se traduit par le sentiment de déborder, de se dissoudre, de disparaître ou de tomber dans un espace sans forme et sans limite. L'éventuelle revendication ultérieure de forcer la réalité externe à s'homologuer au scénario interne dans un emprisonnement tyrannique au sein même d'un système fermé de sensations corporelles peut donner lieu à des rituels tout aussi angoissants et excitants, qui constituent en même temps une sorte d'arrage entre une perte étendue de la réalité même, comme cela se produirait dans une décompensation psychotique. L'extérieur se déverse dans la personne au travers une véritable inflation du visuel où la frontière entre l'animé et l'inanimé, autrefois caractérisée par l'ancienne piétasse, est perdue. La douleur n'est pas perçue dans son essence et la destruction de la nature n'a plus rien d'exécrable ou de terrible. L'épopée du macaque se développe entre pathétisme et cynisme. Tout est homologué dans une circularité discursive sans pertinence, où tout devient équivalent et reste indifférent en présence d'un flux continu et interminable de stimuli insensés, ou du moins interchangeables. L'accumulation d'images ont une signification pornographique, et de cette façon pourrait fournir une représentabilité spécifique à des pulsions désorganisées à la recherche d'une agrégation représentative qui favorise l'omnidimensionnel et alimente les logiques imaginatives essentiellement émotionnelles et dans un certain sens délirantes. Ceci peut aboutir à l'appauvrissement de l'appareil cognitif et de la capacité de symbolisation à travers des modes d'équation symbolique identifiables à ceux décrits par Anna Segal pour la pensée psychotique. Une autre possibilité, perversement défensive, consiste en la difficulté d'entrer en contact avec
ses angoisses profondes, ce qui conduit à se déresponsabiliser, à ne pas se prendre conscience de sa propre participation à la création des dommages environnementaux, ce qui permet, par un justificationnisme exagéré, de passer de « un tel fait comme tout le monde » à « un tel aime ça », inversant ainsi la réalité. D'une certaine manière, c'est semblable à ce qui se passe dans les relations pédophiliques, où le pédophile est convaincu que l'enfant est complice et symétriquement que responsable de la relation, que le désir sexuel est naturel, et l'enfant en jouit aussi et correspond exactement à sa propre excitation, pensant vouloir exactement ce qu'il veut le pédophile. L'enfant avec lequel le pédophile entre en contact n'est pas une conséquence affective reconnue, n'a pas une consistance affective reconnue et respectée, mais il est pensé, désiré et construit par lui comme un homunculus, une sorte d'adulte miniature des harmonies artificielles qui, une fois réifiée, correspond exactement à sa construction excitée. Il semble qu'on puisse assister à une régression vers ces états présymboliques, non seulement chez les personnes souffrant de troubles borderline, mais également dans des situations particulières, comme le stress traumatique, le changement soudain et insupportable de la réalité extérieure. Mais c'est aussi le cas chez les enfants dont la mère maniaco-dépressive change constamment d'humeur. Lorsque les états d'esprit inhumains ne peuvent être rêvés ou aidés à devenir des pensées, nous sommes amenés à nous éloigner de notre nature animale humaine fondamentale, ce qui entraîne le manque d'une saine prise sur la réalité et un effondrement dans la pensée magico-divine où les distinctions entre l'intérieur et l'extérieur disparaissent, remplacées par des déclarations délirantes. La désertification émotionnelle face à la réalité se produit lorsque les humains ne reconnaissent pas les autres êtres, humains et non humains, les plantes, leur habitat naturel, comme ayant le statut et la valeur d'être vivant. Ce faisant, en suspendant la morale qui régit généralement l'action rationnelle envers l'environnement, ils franchissent cette frontière aussi universelle que malheureusement poreuse, au-delà de laquelle ils deviennent des expérimentateurs sans conscience ni vraiment. Ils deviennent, si possible, dans ces conditions où des personnes normales et moralement intègres de commettre des actes d'expulseur sans sonde ni remords, ou d'assister à des actes d'expulseur sans s'enligner. Nous l'avons vu, et là nous le voyons pendant la guerre, et aussi aujourd'hui en ce qui concerne la nature. Il reste donc essentiel de trouver des moyens de communiquer, y compris visuels, sur les changements climatiques et les catastrophes écologiques qui puissent avoir une valeur proactive et transformatrice plutôt que céder au goût du sensationnel et de l'horreur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup aussi pour l'effort de cette lecture en français. Merci beaucoup, Tony. Alors, la tâche est difficile pour moi. Je vais me donner 2 minutes, pas plus, pour vous laisser la parole, parce que je pense que c'est important. Et alors, peut-être dire aussi que le traitement de la discussion est un peu inégal, puisque j'ai découvert en même temps que vous l'intervention de Gabriel, tandis que j'avais eu le privilège de lire un peu en avance l'intervention de Cosimo. Du coup, j'ai essayé d'imaginer un lien possible entre vous deux pour commencer, et peut-être une question, une association pour chacun. Le lien possible entre vous deux
Eh bien, en fait, c'est une psychanalyste que peut-être vous connaissez tous les deux, peut-être que vous connaissez dans la salle, c'est Janine Puget, qui me semble faire lien assez naturellement et spontanément pour moi entre vous deux. D'abord parce qu'il y a des enjeux d'origine, voilà, c'est une psychanalyste d'origine franco-argentine, donc voilà, des choses géographiques qui fait qu'on fabrique une triangularité avec elle et vous. Et ce qui m'a fait associer à Janine Puget, c'est d'une part la question de la violence d'État, la question des métacadres. Tout à l'heure, la notion de métacadre a été abordée largement, et peut-être que vous savez que René Caes, qui a beaucoup travaillé à la question de métacadre, a initié cette réflexion dans un lien de travail avec Janine Puget autour de la violence d'État en Argentine. Et du coup, je trouve intéressant aujourd'hui faire un lien entre ces questions qui remontent aux années 50, aux années 60, et quelque chose que Gabriel a pu aborder, mais aussi Cosimo d'une autre manière, à ce que nous vivons du côté de la crise climatique également comme une violence d'État. Et donc, voilà, une première association comme ça avec Janine Puget, mais une deuxième association avec Janine Puget dans vos abords à tous les deux, c'est la question de l'inédit. Janine Puget, dans un de ses derniers ouvrages, elle aborde ce qu'elle appelle l'effet de présence et l'imprévisible de la relation. Et dans ce travail, elle met au centre, elle met comme organisateur à la fois du lien psychanalytique, mais de manière plus générale finalement de ce qu'on pourrait faire relever de l'intersubjectivité ou de la transsubjectivité, c'est cette idée de l'inédit. Et je trouve que dans vos deux propositions, on entend bien cet effet de présence et cette question de l'inédit, et que peut-être tout ce qu'on a pu travailler ce matin autour du déni ou autour de la nostalgie vient être réactivé ou réorganisé à partir de cette notion de l'inédit. Et ça me semble peut-être être un objet de discussion possible. Alors maintenant, peut-être une question à chacun, enfin une remarque à chacun. Alors, je reprends voilà. Sur ce que tu as pu nous proposer, notamment du côté des politiques de non-gouvernance, d'une forme de déni du politique relativement à la crise climatique, et puis à ce que tu as travaillé autour de la question de l'incident. Quelles sont les incidences de l'incident? Je m'interrogeais sur une petite phrase que l'on doit à Lapasade. Lapasade est un grand institutionnaliste français qui disait que l'institution, ou les institutions, avec un grand I, c'est de la politique refoulée. On pourrait aussi dire que c'est de l'idéologie refoulée. Alors du coup, je m'interroge sur finalement cette idée du déni de la politique relativement à la crise climatique, comment elle vient se loger au cœur des institutions et générer à cet endroit-là de l'idéologie refoulée. Donc, et ça a tout à fait lien avec la question du déni qu'on a observé ce matin. Et puis plutôt pour Cosimo, ça m'emmène dans un ailleurs, c'était sur la question du rêve. On est ici dans l'amphithéâtre Anzieux, et tu as commencé par nous parler d'Anzieux, la question des Esquimaux, le rêve partagé. Et donc je faisais le lien entre trois termes. La nostalgie qui a été abordée ce matin, solastalgie, pardon, le hors-lieu que tu as abordé, qui a aussi été abordé à d'autres moments, et puis la question du rêve partagé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait finalement répondre de la solastalgie en réinventant des modalités de rêve partagé pour retourner quelque part du côté des Esquimaux d'Anzieux. Alors bon, voilà, je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question, mais c'était en tout cas mon fil associatif un peu onirique avec vous. Merci beaucoup, et à vous. On aurait beaucoup de frères. C'est bon, hein? Merci Aurélie, c'est effectivement, ce sont des connexions assez puissantes. J'aurais pu dire quelque chose, les textes des génies Puget sur les mondes opposés. C'est venu d'une actualité impressionnante pendant la pandémie, parce que bon, on était plus ou moins à part une certaine protection sociale et économique. On était dans la même situation des détresses avec nos patients.
dans les institutions, en essayant d'avoir des possibilités créatives de continuer à travailler, de continuer à soigner. Et par contre, pendant la pandémie aussi, ça a été, bon, vous avez vécu une pandémie d'une certaine façon assez différente de celle que j'ai vécue dans mon pays que j'ai réadopté un peu avant la pandémie seulement, avant j'étais ici, dans lequel l'État a tout fait pour faire valoir sa politique nécropolitique, c'est-à-dire pour empêcher les gens de se vacciner. Et finalement, il y avait un certain système, une bureaucratie d'État qui a permis que la santé puisse, la vie puisse gagner quelque chose, gagner les paris. Mais vous voyez, ce que je voulais attirer l'attention, c'est que dans cette histoire des mondes s'opposer, j'ai bien souligné le fait que nous, en tant que professionnels, particulièrement quand on travaillait avec certaines populations, on était dans un côté assez privilégié. Donc on avait une certaine protection d'État. On est des fonctionnaires. Plusieurs d'entre nous sont des fonctionnaires de l'État. Il y a une protection. La plupart des psys qui vont travailler aussi dans des institutions sont des fonctionnaires ou ont des contrats de travail qui les protègent. Déjà, les faits qu'un étudiant puisse terminer une fac comme psychologie, avoir son diplôme, travailler, être embauché, cela nous met déjà dans un certain cadre qui n'est pas celui de la plupart de la population avec laquelle on travaille. Et c'est ça qui est plus intéressant ici, c'est qu'il y a les mondes s'opposer, mais il y a aussi une évidence, comme je disais tout à l'heure, qui souvent est objet d'impact des silences, c'est le fait qu'on est dans une classe sociale et dans un registre psychosocial, économique et juridique très différent des populations avec lesquelles on travaille. Et ça ne se dit pas. Les patients les savent. Nous, on ne les savent pas. On ne les sait pas. C'est ça que je veux dire. Ça répond aussi à la question de l'idéologie refoulée dans les institutions. Merci. Je remercie Aurélie pour avoir nous appelé et Janine Boucher qui est mon année passée. Elle a parlé de monde superposé, mundos superpuestos, le monde de l'analyste et le monde du patient, qui, beaucoup de fois, c'est le même monde. Et alors, c'est très important que quand nous sommes dans la séance, dans la chambre d'analyse, de penser que le patient et l'analyste ont peut-être le même fragile, le même passage, vont dans la même voiture, respirent la même air terrible, etc., etc. Et sont des parties qui sont très importantes dans la relation humaine. Pour répondre spécifiquement à la question que m'a posée Aurélie, je vais vous raconter un petit épisode de ma vie. Je suis né à Tarente. Tarente est une ville du sud de l'Italie et où il y a la plus grande assagnerie d'Europe. Et la pollution est incroyable. Beaucoup d'enfants sont morts pour le cancer, déformés. Le quartier autour de la Saïlerie a eu des données catastrophiques. Et on tuait tous les bêtes qui étaient entre 50 km autour de la Saïlerie. Bien, alors j'ai fait des rencontres entre les gens du
nous avons parlé de leur sens de culpabilité, de leur sentiment de culpabilité, parce qu'ils avaient gagné de l'argent qui a permis à leur permis de payer les études aux enfants, d'avoir une maison, d'acheter des choses à manger en quantité et en qualité meilleure, mais qui a produit, cet argent a produit la mort, a produit le désastre. Et c'est incroyable de voir ce quartier que je connaissais quand j'étais un enfant, qui était complètement différent. Bien, la possibilité de parler aussi de ces désastres, de ces vision de Taranto destruée, catastrophique, a permis une première élaboration du sentiment de culpabilité et a évité de passer de la passivité à l'agressivité sans finalité, sans seulement je suis j'ai avec le monde, pour organiser ensuite des protestations qui, pour réduire, il y a, je vous donnerai ici, de ce qui sont faits pour améliorer l'environnement et pour obtenir des conditions de travail meilleures que les précédents. Et alors, la différence d'Ansir, il rêvait ce qu'il a fait dans la veille, était possible d'élaborer les angoisses liées à ces rêves terriblement catastrophiques. La méthode était complètement détruite dans ces rêves pour penser à la possibilité d'une Taranto qui n'est pas la Taranto réalisée, mais n'est pas la Taranto qui est détruite. Une Taranto où les gens doivent travailler pour améliorer les conditions de vie et les conditions environnementales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des associations du rêve partagé dans la salle? Merci. Oui, j'avais une question peut-être que je peux poser à vous deux. C'est une remarque déjà. D'abord, on est face à une société actuelle qui est inondée de connaissances par rapport à ce qui se passe. Donc on a beaucoup de représentations, on a des chiffres, on a des données, on a des observations, on a des mesurations. Et en même temps, on a une société complètement immobilisée, sidérée, presque face à tout ça. Alors, ma question est, selon vous, comment on peut rétisser un lien entre la représentation et l'action? Il y a quelque chose là, c'est maintenant moi je parlais de l'émotion, du latent et moi, se mouvoir, l'émotion et le mouvement. Comment on peut donc s'en passer? Parce que j'ai entendu quasiment dans votre discours un certain, je ne sais pas, peut-être j'ai interprété comme ça, et vous allez rectifier, une certaine méfiance par rapport à l'émotion et aux tentatives
d'activer, voilà, par exemple, des images que peut-être ils ramènent trop d'émotions jusqu'au moment jusqu'au point de décider les individus et donc de les bloquer au lieu de les stimuler. Donc voilà, c'était un peu la question, comment les psys peuvent apporter un regard qui puisse aider la société à accomplir ce passage fondamental entre la conscience de ce qui se passe et la réaction d'agir. Je voudrais avoir une bonne réponse. Je pense que je n'ai pas une bonne réponse à ta question. Je peux dire que oui, beaucoup de gens parlaient des mécanismes de défense et ces mécanismes de défense sont très puissants. Psychanalyste ici raconter son expérience avec un patient qui poussait à certain temps disait « Oh mon Dieu, je vais devenir un homme meilleur, mais pas maintenant. » Et alors, la difficulté à prendre distance des habitudes, c'est un problème sûrement individuel, mais il s'agit aussi des problèmes liés à la productivité, au capitalisme, etc. Mais c'est un problème social. C'est difficile à changer des habitudes qui nous ont donné des facilités, des choses apparemment très bonnes. Et alors, je veux dire, la vitesse pour aller travailler avec la voiture, éviter la chaleur ou la fraîcheur comme aujourd'hui excessive, etc., sont des opérations pas faciles, pas automatiques, et il faut continuellement mettre ensemble la conscience et l'inconscience, l'absence de conscience. La science. C'est pas la même chose que Pour l'inconscience. l'inconscience, pour arriver à des formes comment dire, de défense d'une situation qui déborde tous les jours, qui tous les jours est plus grave. Et alors, la première chose est éviter uniquement le désastre et ensuite créer des conditions nouvelles. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai proposé à mes amis de Tarente dans nos rencontres pour éviter la fuite d'un idéal. Alors, il faudrait faire des choses incroyables, etc. Mais ce n'est pas possible, alors tu restes comme ça. Non. Alors, aussi des petits pas, aussi une continue élaboration de la réalité de tous les jours nous permet d'avoir l'objectif final dans notre esprit et dans notre yeux, mais sans évitant que l'aveuglement, évitons l'aveuglement de l'orgueil. Afin de profiter de cette question, on a
mis c'est maintenant dans les tableaux les trois différents types de défense et celle qui nous concerne le plus dans cette discussion, et spécialement concernant l'affect, c'est soit les refoulements, soit les dénis. Et bon, les refoulements, on va répéter là comment Lacan a écrit ça en certain moment. Et bon, on oublie souvent que bon, c'est la représentation qui est refoulée, pas l'affect. L'affect, c'est là en train de faire des phénomènes, et un des phénomènes, une des directions, un des schémas privilégiés, c'est l'angoisse. Alors l'angoisse, elle apparaît souvent comme quelque chose qui concerne soit nos idéaux, et donc les défenses héroïques, tu vois, c'est qui vient d'une façon assez intense et embêtante pour les sujets. Alors, moi je dirais, pour commencer à penser avec la question, c'est qu'il va falloir qu'on essaye de voir où est-ce que sont les défenses plutôt névrotiques, où il y a des refoulements et où il y a des clivages, où il y a des limites. Pour voir comment est-ce qu'on peut travailler un peu, quelles sont les discursivité possibles des pensées, soit cliniquement, soit dans les milieux de l'éducation, soit politiquement, afin de ne pas mettre les sujets dans certains circuits qu'on voit par exemple fonctionner dans ces billets d'extrême droite, dans lesquels c'est plus intéressant de s'identifier à certains idéaux des purismes identitaires, génétiques, raciales, qui de faire face à une réalité quelconque. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant qu'on arrive à établir quelles sont les défenses qui sont en cours, soit dans nos politiques, mais aussi dans nos théories, dans les constructions théoriques qu'on fait. Et là, je pense que c'est un schéma intéressant pour ne pas se perdre dans ce qu'on discutait ce matin, de très comique angoisse. Et qu'anxiété, pardon. Nous sommes très en retard. Je vois Philippe, vous ne le voyez pas, il est au premier endroit, je le vois, il est blême. Ça va aller. Est-ce qu'on a le droit à une dernière petite question de la salle ou est-ce qu'on prend la pause et la question se fera dans la convivialité de la pause? Voilà. Il préfère que vous preniez la pause maintenant. Merci beaucoup.